Salut à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Et bienvenue pour ce Club Mounegou, bilan de la première partie de saison de l'AS Monaco sur la QV 2018-2019. Puisqu'on parle de QV, je vais vous présenter l'équipe qui sera avec moi et qui boit beaucoup, notamment Rome. Salut Rome. Salut Damien, ouais d'ailleurs je suis en train de boire une petite bière, pour rien de casser. Voilà. Et Pat qui je pense est quand même nettement plus sobre, il me semble. Ouais, je me fais pas prier pour boire non plus, hein, faut pas croire. Bienvenue, bonsoir messieurs, bonne année à vous, bien sûr, parce que c'est le moment de se souhaiter les bonnes choses en ce début d'année 2019. Bonne année aussi également, tous nos meilleurs vœux à tous nos auditeurs qui nous suivent toujours fidèlement. Depuis 2 ans maintenant, 1 an et demi. Donc voilà, cette petite émission bilan qui va permettre de revenir sur une cuvée monégasque, par contre très qu'on pourrait qualifier de piquette. Hein. Je crois que là, on est sur un vin assez dégueulasse. Il a du mal à passer. Voilà, c'est un peu vinaigre. Donc cette saison Monaco, évidemment, on connaît tous la situation, messieurs, catastrophique, qui se traduit en plus par un classement catastrophique, une élimination en Ligue des Champions. Tout ceci, voilà, ça, sur 4 mois, on a vécu beaucoup de choses négatives. Hein. Si, je pense que voilà, on peut le dire. Alors, du coup, je vais enchaîner sur cette première question en préambule que j'avais envie de vous poser. Est-ce que, pour vous, puisque c'est ce qui nous occupe maintenant, est-ce que pour vous, Monaco va se sauver ? C'est vraiment la question la plus importante aujourd'hui. Oui. Je reste persuadé que oui, malgré tout, également parce qu'il y a cette maintenant 18ème place qui quand même ne fait pas tout de suite descendre en Ligue 2, offre potentiellement un match de barrage. Également, je ne peux pas croire qu'on va continuer à avoir en moyenne 12-13 blessés sur la deuxième partie de saison. Et également, j'espère qu'on va avoir quand même quelques petites touches pendant ce mercato hivernal pour renforcer un petit peu l'équipe, quoi. Mais malgré tout, en début de saison, sur le papier, même si certains pouvaient être un petit peu pessimistes, quand même peu de gens nous voyaient en dessous de la 5ème place. Donc l'effectif reste le même. Le problème essentiel, c'est quand même les blessés. Maintenant, c'est sûr que si on fait un mercato hivernal tout moisi, et on peut pas dire qu'il ait commencé sur les chapeaux de roue, et que nos joueurs qu'on peut qualifier de joueurs plus clés, à l'instar d'un Ronny Lopez, restent à l'infirmerie pendant une grande partie du reste de la saison, oui, là du coup ça va peut-être commencer à se compliquer. Et pour toi, Pat ? Pour moi aussi, on va se sauver à mon avis. On n'a pas tant de retard que ça sur les clubs qui sont juste devant nous, quoi. On ne sait pas. On a plusieurs clubs qui luttent pour la relégation cette année. On n'est pas distancé, donc tout est possible au niveau du nombre de matchs qui restent encore. Donc, je pense qu'on a les moyens de se sauver. On a un effectif qui est largement supérieur aux autres. Si, comme dit Romain, on a le retour des blessés plus un bon recrutement, on arrivera à faire le minimum syndical pour se sauver. Ouais. Alors, puisque cet effectif semble a priori assez supérieur, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Enfin, qu'est-ce qui fait que Monaco soit toujours dans le dur depuis le mois d'août, traîne ça de façon récurrente, qu'on voit pas vraiment de motif d'amélioration. On sent un mal assez profond quand même. Parce que pour moi il y a trois critères vraiment à corréler. Bon, il y a encore une fois les blessures, ça c'est évident. Ensuite, il y a les joueurs qui sont plus très motivés parce que c'est des joueurs qui ont une réelle valeur marchande et qui ont vu beaucoup de leurs coéquipiers partir, comme Bernardo Silva, comme Lemar, comme Fabinho. Donc là, en l'occurrence, je pense essentiellement à un joueur comme Sidibé, qui je pense a très envie de partir de l'AS Monaco. Ouais. Et ensuite, le recrutement qui a été fait cet été, qui est pour l'instant est un échec total, un peu comme celui de l'été dernier. On se doutait que, je compte même pas les petits jeunes, hein, parce que cela c'est du recrutement à moyen long terme, mais on a quand même pris quelques joueurs qui étaient censés nous apporter des bonnes choses assez rapidement. Je pense à Chadli, je pense à Golovin, et au final ces joueurs-là ont énormément de mal.
Donc les trois mis ensemble fait que ces 5 premiers mois ont été pas loin d'être catastrophiques. En fait, il n'y a aucune équipe en France qui fait Ah, je moins, pense moins bien. je pense qu'ils le sont. On peut le dire, hein, catastrophique, c'est Ah oui. l'adjectif. Faut pas avoir de réserve pour l'employer, parce que si on regarde justement le bilan, alors je me sers du coup des tableaux de pattes, hein, que vous pourrez trouver sur sur Twitter qu'on relaie sur 26 matchs, hein, toutes compétitions confondues. C'est 4 victoires, 5 matchs nuls et 17 défaites, 11 en Ligue 1. Voilà, c'est quand même très 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 négatif. On est vraiment dans le rouge. Puis surtout pas en plus avant de partir en vacances, hein, avant Noël, comme Oui. dirait Fred Hermel, c'est dégueulasse. Je m'en lasse pas de celle-là. Euh, mais avant Noël, effectivement, on perd face à la Lanterne Rouge Guingamp à domicile. Ah, Le coup est rude, quoi. ça, c'était la petite cerise sur le gâteau, quoi. Il faudra vraiment bien finir l'année en beauté, de perdre contre la seule équipe qui était encore pire que nous depuis ce début de saison, qui arrivait pas. Je sais même pas combien de matchs ils avaient fait de suite sans la moindre victoire. On pensait tous vraiment qu'on allait pouvoir prendre souffler un bon coup avant la trêve en prenant des points facilement contre cette équipe, et finalement on n'a rien fait, quoi. Mm. Alors Et il y a rien que, à ouais, dire surtout. ouais, c'est ça. Ouais, C'est déjà, ça le pire, effectivement. en fait, qui fait le plus mal, c'est que c'est même pas qu'on n'a pas eu de chance, on s'est pris un contre et que alors qu'on a tenu tout le match, non, à aucun moment on peut gagner ce match-là, quoi. Mm. Ouais. Et du coup, alors, c'est vrai on a du mal à y croire. Je me souviens toujours de ce qu'avait dit Ettori il y a quelques semaines. C'est pas parce que c'est Monaco que ça n'arrivera pas. Parce que la preuve, de toute façon, c'était déjà arrivé il y a pas Ah oui. longtemps. Mais voilà, faut que cette réalité et ce risque-là, il soit bien ancré dans la tête des joueurs. Pas on se dit non, c'est bon, ça va le faire quand même. Mais c'est vrai que du coup, on a peut-être un peu tendance à être comme ça en se disant on a un effectif un peu meilleur, etc. Et comme tu dis, voilà, si on prend juste ce dernier match, les motifs de satisfaction, les perspectives, les progrès, tout ça, c'est très, on les voit pas vraiment, quoi. On les voit pas vraiment, ce qui pousse pour moi un peu plus à l'inquiétude. Enfin, je suis un peu plus, peut-être un peu plus inquiet que vous, je sais pas. Ouais, par contre, quand on parle, on en avait parlé à une dernière émission avec Boris, justement par rapport au fait qu'on est descendu il y a pas si longtemps que ça, hein, il faut s'en rappeler, mais ça Mm. s'était pas fait du tout de la même manière. Ça avait été une lente agonie, une lente descente sur plusieurs Ouais. saisons, et petit à petit on était descendu, jusqu'à avoir une équipe vraiment très mauvaise, et puis ça avait fini dernier de Ligue 2, hein. Mm. Au plus bas qu'on Ouais. on était dernier de Ligue 2 à la trêve, avant que les Russes arrivent, hein. Donc faut quand même pas l'oublier aussi ça. Là quand même, là c'est arrivé d'un coup, sans prévenir, et on n'a pas le même effectif que l'année où on est descendu. Quand même, si on regarde équipe type, c'est quasiment que des internationaux. Alors après, il y a différents types d'internationaux, bien sûr. Tout le monde n'est pas international avec 50 sélections dans une grosse nation. Mais quand même, si tu regardes poste par poste, c'est pour ça que moi que j'arrive pas encore à me dire que qu'on peut descendre, qu'on va finir 16, 17ème, Mm. oui, que la saison va être catastrophique, évidemment. De là à descendre, je peux. Non, honnêtement, j'arrive pas encore à me dire qu'on peut descendre en Ligue 2 avec une telle équipe. Ouais. Mm. En tout Et cas, dans un tel ouais. championnat, parce qu'il faut quand même aussi remarquer que on est catastrophique, mais même si on regarde un petit peu plus haut, à l'exception du Paris Saint-Germain, quand on voit comment Marseille dans quel état ils sont, et au final ils sont à 2-3 points du podium, la Ligue 1 est quand même d'un niveau catastrophique cette saison. Ouais. Donc Oui, ça. ça peut, même c'est également un motif d'espoir pour nous, quoi. Profiter de la médiocrité de notre championnat pour s'en sortir en étant juste un peu meilleur qu'on ne l'a été en première partie de saison. En tout cas, tu parlais du début de saison où effectivement on nous voyait pas en dessous de la 5e place. C'est vrai qu'en tout cas pour les plus pessimistes d'entre nous, c'était 5, allez 6 au pire, c'est vrai. Vraiment au pire, hein. Euh,
Vraiment au pire, ouais. Je visais presque plus allez, 4e place au mieux de toute façon en ce qui me concernait. Mais c'est mathématiquement encore possible. Hein. Oui, mais tu voyais, voilà, parce que tu voyais Ouais. également Parce Marseille qu'on et voyait Lyon. l'effectif, ouais. Ouais, puis tu voyais On- Marseille on et les- Lyon finir autour des 80 points, ce qui sera pas le cas. Ouais. Donc, Mais en tout cas, cette difficulté, en tout cas cette saison compliquée, on l'a vu venir. On l'a vu venir bien avant, dès cet été, et c'était pas le seul. On n'était pas les seuls évidemment, puisque beaucoup de supporters se sont inquiétés de la stratégie de recrutement mise en place par les dirigeants, et en tout cas de la façon dont elle a été menée cet été. Mais il y a un autre membre, élément clé qui s'en était inquiété, c'était Léonard de Jardim. Hein. On s'en souvient, Pat. Il avait prévenu, hein, ce serait l'année la plus difficile pour lui depuis qu'il était arrivé. Et il y avait aussi cette fameuse expression de faire une omelette avec les œufs qu'on lui donne, qui était déjà très fataliste en fait à l'époque. Suite au mercato, on perd, comme on l'a dit tout à l'heure, déjà beaucoup de joueurs très très importants de l'effectif, mais surtout ceux qui sont pas remplacés, même numériquement. C'est-à-dire qu'il y a un trou béant qui est laissé sur notre milieu de terrain, et on n'a pas remplacé les Moutinho, Fabinho, et même Bakayoko qui était parti l'année d'avant. Et du coup, on se retrouve avec aucun joueur capable de jouer dans ce milieu de terrain quasiment, ou qui a le niveau. Et donc quasiment tout le monde l'a ciblé, ce manque. On a pu voir sur les réseaux sociaux, les supporters attendaient que ça, c'est le recrutement d'avoir un très bon joueur à ce poste-là. Ouais. On a espéré que Golovin puisse l'être, malheureusement ça l'est pas vraiment, et puis c'est pas vraiment, il est un peu plus offensif, c'est plus un joueur plus bas qu'on avait besoin. Ouais, on savait même pas, en fait, quand en plus Golovin est arrivé, on savait même pas exactement où le mettre. On disait, Oui, on savait pas son poste exact. Voilà, il pourrait remplacer Lemar sur le côté gauche. Enfin voilà, c'était un peu flou. En même temps, Moutinho était parti aussi. Alors c'est vrai que là, on attendait tous l'avènement du roi de Belgique, Yuri Tillmans. Mais voilà, c'est vrai que c'est le poste où on attendait vraiment quelqu'un. En plus, parce que l'an dernier, ça n'a pas été comblé avec le départ de Bakayoko, mais encore moins du coup quand Fabinho ensuite est parti. C'est un vrai numéro 6, si ce n'est si ce n'est Pelé. Si ce n'est Pelé, mais On n'y croyait déjà pas trop quand il a voilà. signé, on le connaissait pas, et puis dès qu'on l'a vu jouer contre le PSG en match amical, on l'a tous enterré. Ouais. C'est bien, tu parles de match amical aussi. Pour le Oui, trophée des champions, bien sûr. c'est le seul moyen de le voir à l'époque, parce que de toute façon après Jardim l'a mis, Voilà, de côté à en bon placard. moment, Ouais. jusqu'à Saint-Etienne. Ouais. Bah, en tout cas, donc Léonard de Jardim qui avait déjà anticipé les difficultés, senti que ça allait être compliqué, il s'était pas trompé. Il a aussi sa responsabilité bien sûr dans cet échec, mais voilà, on a senti quelqu'un presque déjà résigné en fin de compte en début de saison. Je sais pas, Rome, tu sais, les conférences de Jardim, c'est un peu, il est assez placide, ça dégage pas grand chose, c'est des discours très très formatés. Enfin voilà, on sait qu'il aime pas les conférences de presse, ça l'emmerde. Mais on sentait même, je sais pas ce qu'on en pense, mais on sentait même qu'il croyait même plus à ce qu'il disait, quoi. Enfin, que lui-même n'était pas convaincu par son discours, qu'il essayait de s'en persuader sans vraiment y parvenir. Oui, c'est vrai que lui avait dit que ça serait, comme tu l'as dit, une saison très compliquée. Bah, force est de constater qu'il a eu qu'il a eu raison et que ça s'est même complètement fini pour lui. Après, oui, de toute façon, comme tu le dis, Jardim, moi, les conférences de presse, de toute façon, j'ai tendance à pas trop les écouter, ça m'intéresse pas des masses. Ouais. Que C'est vrai ce qu'on a juste, soit... on a souvent le verbatim qui ressort quand on lit la presse. Oui, voilà, mais enfin, on y Pour le apprend quand principal, même quoi. pas grand-chose. Il y a pas beaucoup, parce que tu Ouais. parles de Jardim, mais bon, il y a quand même pas beaucoup d'entraîneurs tout court qui aiment vraiment parler à la presse, ou en tout cas sans langue de bois. C'est surtout en avant-match. C'est souvent Il y a très Marcelo politique. Bielsa qui fait ça très bien. Oui, enfin, sans regarder, donc c'est pas non plus. Oui. Ah, il a commencé à Lille, regardez. Mais non, Sa enfin, femme lui avait dit. mais c'est même vrai dans les autres sports. Enfin, c'est un exercice de toute façon qui est rarement très intéressant pour nous C'est un mauvais supporters. moment à passer pour eux. Ouais, puis je peux le comprendre en plus. Et puis même les joueurs, c'est toujours le même discours. L'important c'est le prochain match. Enfin,
Donc honnêtement, les conférences, je m'en fous un peu. Après qu'il ait vu que la saison serait compliquée, bah forcément, il a vu ses meilleurs joueurs partir au fur et à mesure des saisons. Les 2 derniers meilleurs qui restaient sont partis cet été, à savoir Fabinho et Lemar. Et Moutinho, Oui, ça puis fait non, 3. ouais, mais pour le coup, je le mettais pas en troisième dans la hiérarchie des joueurs. Mais, mais bon, oui, dans l'absolu, et Moutinho aussi. Donc, et puis après, c'est aussi une affaire de cycle. De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui restent en place plus de 3-4 saisons. Donc, Ouais. c'était également logique que ça se termine. Après, moi, j'aurais aimé que soit ça se fasse dès le mois de juin, soit qu'on attende la fin de saison. Ouais, effectivement, il y a eu une question de timing qui a peut-être aussi beaucoup influé sur le cours de cette saison. Mais même, voilà, aujourd'hui, il y a eu une rupture avec Jardim assez importante, puisque bah, c'était quand même l'entraîneur des 4 dernières saisons, qui entamait donc sa 5e. Donc c'est vrai qu'on s'y était aussi pas mal habitué. Il est rentré dans l'histoire quand même de ce club, hein, il faut le dire, puisque c'est le 3e entraîneur le plus capé de l'AS Monaco, avec un titre de champion de France, et quel titre à la clé, de très beaux parcours en Ligue des Champions, voilà, qui pour le coup là Bah, a, en moi, plus avait vraiment aidé à notre indice UEFA, ce qui n'était pas le cas cette année, hein. Ça c'est une mauvaise nouvelle, Rob. pour le coup, c'est vrai que notre indice UEFA, ça fait 2 saisons qu'on n'aide pas beaucoup de notre championnat de France, hein, on peut pas dire le Ouais. contraire. Mais juste pour revenir rapidement sur ce que tu venais de dire, oui, forcément, Jardim rentre dans l'histoire, et pour moi, Jardim, tout simplement, c'est l'entraîneur de la plus belle saison de l'AS Monaco, et même tout court, parce que celle de 2004, évidemment, aurait pu être extraordinaire, mais au final, Mm. il n'y Ouais, avait rien au bout. c'est Celle de 97 est très belle, évidemment, mais il n'y a pas les 95 points et les 100, je sais plus, 110, 109, 111 buts, je sais plus exactement le nombre. 107, je crois, non? Ouais, bon, bah, voilà, Peut-être pas, pourras nous trouver ça. plus une finale en coupe, une demi-finale bon, complètement bazardée. Enfin bon, bref, c'était une saison pleine de bout en bout. Tout à l'heure, tu Ouais, l'as dit, ouais, on est à combien de défaites? On est à 17. ouais, ouais. 17. Cette Je pense saison-là, que on avait dû perdre 6 matchs, toutes compétitions confondues. ouais. D'ailleurs, Donc voilà. est-ce que le nombre total de Jardim en championnat sur les 4 dernières saisons, je suis sûr qu'il est moins élevé que notre total actuel. Je sais pas. Le nombre de défaites qu'il y a au total? Ouais, en Ligue 1, par exemple, sur Ah, il y a les 4 eu, dernières saisons, Jardim. il y avait eu la saison compliquée, enfin compliquée, avec 67 points. Ouais. Donc là, on avait dû quand même faire 8 ou 9 défaites. Mais bon, Ouais. Enfin bon, c'est. En tout cas, c'est sûr que là, c'est un total qui n'a rien à voir avec ce à quoi on est habitué depuis le retour en Ligue 1. Je crois il a 29 défaites a priori en Ligue 1. En Ligue 1? Ah oui, ouais. 29. Bah, 4 saisons et demie, c'est oui, long. même Ouais. s'il y en a Ah, une. oui, parce qu'en plus, tu rajoutes du coup Chelsea, oui, bien sûr. voilà, effectivement. Oui, du coup. Donc ça fait 8 de moins, ouais, ça ferait une vingtaine. Bon, ce sera à peu près qu'ici, du coup. Bon, c'est juste des chiffres, mais voilà. Voilà, pour dire quand même que c'est quand même quelque chose. Donc cette rupture, bah, du coup, avec Jardim et l'arrivée de Thierry Henry, donc peut-être la nouvelle ère, la nouvelle génération, Thierry Henry, donc champion du monde 98, qui est arrivé à l'AS Monaco. Donc ça, forcément, c'était aussi un peu l'effet recherché, mais le coup médiatique était complet, Pat. Ah oui, il a été intronisé en grande pompe. Et du coup, ouais, médiatiquement, oui, c'est sûr que Je on a connais pas fait sa reparler. pointure, mais On a fait parler de nous à ce moment-là pendant toute la semaine qui a précédé, euh, qui, a- qui était avant de son arrivée. Euh, mais malheureusement, non, ça n'a pas fait l'effet qu'on pouvait escompter, quoi, parce que pour moi, le mal était plus profond qu'un simple coach ou d'un problème tactique. ouais, le problème est, oui, ça n'a pas résolu grand-chose au final, Rome. Contrairement à Nantes, par exemple, qui, enfin, même s'ils ont un petit peu stagné ensuite par la suite, ont quand même eu ce fameux électrochoc avec l'arrivée d'Ailodzik. Monaco, par contre, on est resté dans ce même marasme ambiant, sans voir de choses vraiment, quelques petites nouveautés dans le jeu, mais sans noter une réelle amélioration.
de cette équipe et de ce collectif. Il n'y avait clairement pas eu de déclic immédiat, ce qui arrive souvent dans les clubs, même quand les clubs sont très mal classés, quand il y a un changement d'entraîneur, c'est des équipes qu'il vaut mieux éviter de jouer ce week-end-là. Après, souvent, ça s'estompe et ils reviennent un peu dans la galère. Après, tu as des clubs aussi qui sont en milieu de tableau où là, il peut y avoir un vrai changement. Ce qui se passe en ce moment avec Manchester, par exemple, hein, où depuis que Mourinho est parti, ça va quand même beaucoup mieux pour eux. Nous, il s'était pas passé ça. On avait dû attendre un petit peu, mais on avait quand même commencé à avoir des bonnes choses. Après, c'était pas trop en termes de résultats, parce que les résultats restaient sensiblement les mêmes, mais il y avait eu cette rencontre plutôt intéressante à Madrid, le match contre Montpellier, avec cette très bonne première mi-temps. Ça s'était à chaque fois mal fini, mais on avait commencé à entrevoir des choses un peu plus intéressantes dans le jeu. Et puis, bah, comme tu l'as dit en tout début d'émission, le problème c'est que ça s'est terminé sur cette défaite à domicile face à la seule équipe qui était derrière nous au classement. Donc en fait la sensation que oui, en final, même les petites choses qu'on avait commencé à voir, bah, tout a été gâché, tout a été annihilé par ce résultat. Et en plus il y a eu la trêve juste après, donc je sais pas dans quel état on va retrouver nos joueurs, on va retrouver notre équipe, et même pour le match de ce week-end qui pourtant est contre une toute petite équipe, je me demande comment ça peut se passer. Ouais, en tout cas, Pat, avec Thierry Henry, on voit quelque chose de un plus haut degré d'exigence. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça donne, c'est son discours. Ça, il aime bien le dire, même si je pense que Jardim l'était aussi. En tout cas, c'était quelqu'un qui aimait l'exigence aussi, peut-être pas de la même manière. Mais en tout cas, on voit une équipe qui doit un peu plus travailler, j'ai l'impression, avec Thierry Henry. Oui, on l'a surtout ressenti sur le jeu court, qui a été beaucoup travaillé, où on a bien senti qu'il s'était interdit de faire des relances longues pour nos défenseurs et nos gardiens. Parce qu'on a même eu des séquences qui ont duré plus de 30 secondes à 1 minute, où on n'arrivait pas à sortir le ballon de notre surface, à faire des passes entre les centraux et le gardien, parce qu'il y avait le pressing adverse, et qu'à aucun moment ça balançait, comme c'était souvent le cas généralement sous Jardim. Ouais. Donc on sent oui qu'il y a vraiment une exigence de poser le jeu au sol, de jouer court, de jouer simple, et essayer de relancer propre, pas perdre le ballon trop rapidement et le laisser à l'adversaire. Donc oui, on sent qu'il impose sa patte, qu'il donne des consignes aux joueurs et qu'elles sont appliquées. Hein. Après, malheureusement, il y a d'autres soucis avec l'effectif, qui est qu'on n'a pas assez de joueurs, qu'on a des carences à certains postes, qu'il y a un manque de confiance évidente. Et malheureusement, tout ça, il va falloir du temps pour arriver à le gommer, quoi. Et surtout aussi, Rome, là, on a vu un petit peu le planning, la semaine d'entraînement de l'ASM à la reprise. Il y a 2 entraînements par jour. Hein. Là, ça ne veut pas rigoler. Oui, bah écoute, tant mieux, mais écoute, en espérant que. Ça, Bah, oui. D'ailleurs, la prépa physique, ouais. On a beaucoup parlé de la prépa physique depuis quelques semaines sur les blessures, etc. Bah, Visiblement, Jovetic c'est déjà blessé, donc. Oui, bon, lui, on va dire que c'est une exception. Il peut pas, prépa physique ou pas, il peut pas faire, quoi. Oui, non, mais après, c'est pas vraiment des prépas physiques, de toute façon, des trucs à mi-saison, c'est du rafistolage. Maintenant, la prépa, elle a été faite pour l'année, maintenant, on va devoir faire avec. Mais écoute, oui, c'est bien, mais moi j'ai quand même un peu peur qu'en fait il ait une exigence un peu trop haute par rapport aux joueurs qu'il a. Une Twingo, c'est pas parce que tu lui mets une carrosserie de Ferrari, le moteur reste le même. Hein. Et là c'est un peu ça, c'est bien beau de vouloir jouer court, de vouloir relancer, de vouloir faire du jeu comme il a pu le connaître à l'époque du Grand Arsenal ou à Barcelone. Il n'a pas les mêmes joueurs, donc ce qu'il demande aux latéraux, au positionnement des latéraux, oui, c'était bien quand c'était Daniel Alves, quand c'était Ashley Cole, et on n'a pas Daniel Alves, on n'a pas Ashley Cole, donc moi j'aimerais bien qu'on revienne à un jeu un petit peu plus simple, qu'on se sauve, et après on verra. Ouais, en tout cas, cette exigence semble quand même, c'est assez positif maintenant. Voilà, il faut faire attention que ça ne devienne pas négatif, enfin, que ça ne se transforme pas comme un poids. Et voir aussi un petit peu la patience dans le management d'Henry, est-ce qu'il en est capable. Il faut noter, enfin on en avait un petit peu parlé, Pat, lors de la dernière émission justement,
lors de dernier débrief contre Guingamp, bah, c'était l'arrivée de Franck Passy en plus dans la semaine pour épauler Thierry Henry, pour être son adjoint. Donc à voir, est-ce que ça va aussi apporter un plus, un peu plus de cohérence sur le plan tactique aussi, ou voilà, est-ce qu'il va alléger un petit peu Thierry Henry de sa charge. Monsieur 100% défaite, c'est ça? Voilà. Non, pour redire ce que j'avais dit, justement dans ce débrief-là, après là, c'est des choses qu'on voit beaucoup moins, qui sont beaucoup plus transparentes pour nous supporters, parce que c'est un travail un peu de l'ombre qu'à l'adjoint, c'est plus aux entraînements, c'est plus dans la partie tactique qu'il a à voir avec Henry. Donc nous, on a vraiment du mal à déceler vraiment qu'est-ce que va apporter Passy à notre club. Donc après, oui, ça paraît logique quand même que notre coach ait un assistant. Donc, on se posait tous la question du coup pourquoi il n'y en avait pas un qui était nommé après l'échec de celui qui était à Rennes, qui est devenu coach depuis. Donc voilà, après on va voir. Après, ce qui est toujours étrange, c'est de prendre quelqu'un qui a déjà été entraîneur, et donc du coup on a toujours la pression de se dire qu'il peut venir prendre la place du coach s'il y a un problème. Mais... Ouais, je pense que là, ça, c'est... Comme je le disais, pour jouer la Ligue 2, on a déjà un entraîneur, quoi. Du coup. Oui, c'est ça. Effectivement, il y a cette solution-là qui pourra s'imposer si jamais Henry venait à partir. Parce que mine de rien, son futur, lui aussi, Rome, il peut s'inscrire en pointillé. Je suis pas sûr que par exemple, si Monaco venait à descendre, je suis pas certain qu'il resterait. Puis on a encore 6 mois pour le voir à l'œuvre. Il faut voir si il va être convaincant, on va dire. Écoute, on verra. De toute façon, on le savait en prenant un entraîneur rookie que on était un peu dans le questionnement le plus total, quoi. On n'avait aucun repère, on savait pas vraiment ce qu'il allait proposer. On voit ce qu'il propose, il a en tout cas énormément de mal à le mettre en place. On verra, peut-être qu'avec un effectif à peu près sain et à peu près au complet, ça sera mieux. Il y aura plus de facilité à mettre en place ce qu'il veut. Maintenant, voilà, c'est compliqué. De toute façon, les anciens joueurs, enfin les anciens grands joueurs surtout, qui deviennent entraîneurs, c'est un peu pile ou face, quoi. Il y a ceux qui réussissent très bien, comme Zidane, et puis il y a ceux qui se plantent complètement, comme Maradona. Et j'espère que Thierry Henry ne sera pas dans ce cas-là, mais c'est compliqué parce qu'ils ont tendance à vouloir faire ce que eux étaient capables de faire sur le terrain, et puis jouer aussi dans des très grandes équipes. Monaco n'est pas les clubs dans les... Enfin, évidemment, il a joué à Monaco, mais à partir du moment où il est parti de Monaco, il a été avec des joueurs que Monaco n'a pas et que Monaco n'aura jamais. Donc, reproduire un peu bêtement ce que tu as vécu en club, c'est pas toujours une solution. Souvent, je trouve que ces grands joueurs, en fait, sont pas forcément des bons entraîneurs, mais sont souvent des meneurs d'hommes. Et Zidane, Deschamps, voilà. D'où l'importance, d'où l'importance d'avoir une. Ah, Deschamps, je mettrais un petit bémol. Je pense que, c'est quelqu'un pour moi qui tactiquement est vraiment, évidemment. Je le trouve un peu au-dessus des autres. Il a ce côté vraiment meneur d'homme parce qu'il est très fort là-dedans dans le management. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un, quand tu l'entends parler de football, que je trouvais, quand il était sur RMC, consultant à l'époque, c'était quelqu'un vraiment de passionnant. Oui, mais je suis assez d'accord, mais malgré tout, on est tous d'accord pour dire que si on a été champion du monde, c'est avant tout parce que le groupe, il y a eu une cohésion entre le groupe, entre le joueur, c'était une bonne ambiance, c'était ceci, un peu ce qui s'est passé à Marseille l'année dernière, voilà. Et donc c'est pour ça, Henry visiblement n'arrive pas non plus à être comme ça, mais en même temps c'était pas un joueur très sympathique, un petit peu un but de lui-même, donc peut-être qu'il a un peu de mal à faire passer aussi un message. Et à faire que les joueurs soient derrière lui. Je sais pas, écoute, pour l'instant ça fait que 2 mois, donc... mais c'est vrai que c'est les doutes qu'on avait sur la personnalité de Henry, le joueur, l'homme d'une manière plus générale. C'est vrai que c'était quelqu'un d'assez... c'était un attaquant, un peu égoïste, plutôt réservé, plutôt dans sa bulle, plutôt qu'avec les autres. Donc c'est vrai que, voilà, sortir de cette réserve pour fédérer une équipe et un groupe autour de soi... peut-être quelque chose qu'il aura encore du mal à faire, mais en tout cas, voilà. Regarde après Zidane, c'est pareil. Ouais. Oui, c'est vrai que Zidane, on a eu beaucoup de doutes à l'époque.
En tant Mais que joueur, ouais, Zidane a été. J'étais assez surpris par cette évolution-là, justement, de Zidane. Peut-être qu'Henry aura la même, qui sait. Oui, mais Zidane était déjà au Real, Zidane Après, voilà, ouais. a été choisi Oui. par les joueurs, et puis Zidane, alors Thierry Henry est un joueur exceptionnel, mais Zidane il est encore à un niveau au-dessus. Donc, je sais pas, moi si je suis joueur et que rien que c'est Zidane qui est mon coach, déjà j'ai envie de me défoncer quoi. Enfin, tu vois, c'est particulier, mais je pense qu'Henry a beaucoup de respect, mais je pense que Zidane en a encore bien plus. Puis je sais pas, je crois que je sais pas si j'avais pas lu un joueur une fois qui disait en interview, ouais, le respect parce que t'as un grand nom en face de toi, c'est sûr au début, tu vois, mais à un moment donné, grand nom ou pas grand nom, voilà, ça c'est quelque chose qu'on passe vite à un moment donné, quoi. C'est plutôt la façon dont il travaille au quotidien avec lui et puis les résultats aussi qui finissent par conditionner tout ça, quoi. Oui, Le grand nom, c'est bien au début, mais après, ça fait pas tout, je crois. Non, c'est sûr, ça fait pas tout, mais quand on parle de Zidane, enfin, c'est au-delà d'un grand nom, enfin, bref. Je sais pas s'il arrive à me faire comprendre, mais on parle d'un top all-time, quoi. Je connais pas Thierry Henry. En tout cas, donc bilan Jardim Henry, on peut dire pour l'instant que c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Ce qu'on peut remarquer, Pat, c'est que surtout ce qui a été plébiscité par les deux entraîneurs, c'est plutôt le 4-2-3-1 au fur et à mesure au déroulement de la saison, avec une volonté de resserrer un petit peu l'axe défensif, de le consolider parce qu'on voyait qu'on était assez perméable, assez friable en défense. Même si Henry a fait ses expériences avec 3 défenseurs. Mais voilà, statistiquement, en tout cas, ce qui ressort, c'est plutôt ce 4-2-3-1. Oui, après c'est surtout Jardim qui l'a utilisé en début de saison parce qu'il du coup il était sur le prolongement de la saison précédente où on avait utilisé cette tactique. Donc il l'a pas mal utilisé, mais Henry aussi, c'est la tactique qu'il a le plus utilisé vu qu'il a utilisé 4 fois sur ses 14 matchs. En tout cas, ce qu'on peut noter, c'est que chez les deux entraîneurs, il y a eu beaucoup de tâtonnements tactiques. On a eu un nombre de tactiques différentes, vraiment importantes depuis le début de la saison. Mais c'est vrai que c'est celle qui ressort le plus, c'est bien le 4-2-3-1 classique qu'on jouait l'année dernière avec 10 matchs sur les 26. Et on a même eu la petite nouveauté là pour Guingamp, c'était le 4-4-2 à plat. Donc oui, cette recherche aussi, Rome, elle est un peu inquiétante, j'ai l'impression quand même, parce qu'on voit qu'on a toujours du mal à trouver le bon système. Alors certes, effectivement, il y a toujours ce problème d'absence qui fait qu'on bricole beaucoup, mais ça bouge beaucoup de systèmes. C'est peut-être pas le plus simple aussi pour les joueurs d'apprendre tout ça en même temps, de devoir gérer tout ça en même temps, quoi. Non, c'est vrai qu'il y a eu un gros turnover au niveau des schémas tactiques. Le problème, c'est qu'il y en a aucun qui a l'air de ressortir du lot, quoi. Donc c'est pour ça que le tâtonnement continue, et je pense que ça va continuer encore un petit peu. Je pense que pendant le mois de janvier, on va continuer à avoir différentes compositions, parce qu'on a toujours ce même problème de Falcao seul en pointe. Alors l'année dernière, ça a plutôt fonctionné, en tout cas ça a largement suffi sur la scène nationale. Déjà en Ligue des Champions, on avait vu le problème. Le problème, c'est qu'on peut lui mettre personne à l'heure actuelle avec Falcao. Après encore, sur pour moi, Falcao, il y a encore... Pour moi, c'est surtout les blessures qui conditionnent les changements tactiques actuels. Si on joue avec une seule pointe sur les derniers matchs, c'est aussi parce qu'on n'a personne d'autre avec qui associer avec Falcao. Certes, on a Silla, mais si du coup, sur mes Falcao ici la titulaire, il y a personne dans le banc, il joue 90 minutes tous les 3 matchs, tous les 3 jours. Et donc, c'est pas possible. Donc, on est obligé, après, les blessures nous font qu'on n'arrive pas à se positionner sur un seul et unique schéma. Oui. Ouais, en tout cas, à moins de recruter, si on recrute pas un attaquant là, parce que Jovetic est encore blessé. Le problème, c'est qu'on en a plein des attaquants. Ils sont tous blessés. Est-ce que Pellegrini est revenu? Ce running gag Jovetic, il est tellement drôle. Tiens, tu parlais d'ailleurs d'immunité Thierry Henry. Il y en a deux à qui il a donné l'immunité. Par contre, c'est Chadli et Tillmans. Voilà, ça aussi, ça peut être un petit running gag sympa. Pour le coup, Jardim l'avait aussi donné à Tillmans. Tillmans, il fallait le lancer, quoi. On lui avait fait la place, donc. On l'a lancé, mais un peu trop près d'un mur, visiblement. Ouais. En tout cas, Falcao. Vous parlez mal de notre deuxième meilleur buteur, quand même.
C'est pas des blagues. De quoi? Ah si, c'est lui. Ah, putain. C'est Je quoi, te 3 buts? rappelle que le troisième meilleur buteur du club, il a un but, hein. Putain. Ah oui, d'accord. Je pensais Ils qu'il sont avait genre pleins, hein. 2 pénaux ou tu vois. Non, non, non. Ah putain, ouais. En tout cas, en parlant de meilleur buteur, j'ai un petit mot sur Falcao. C'est vrai que tu en parlais souvent, Rome aussi. Parce que là, tu viens de dire en plus, bah oui, c'est seul en pointe, on sait que c'est un problème, mais l'an dernier, ça a quand même fonctionné. On peut le rappeler que ça n'a pas fonctionné longtemps non plus, parce que il met 12 buts en 13 journées, Oui. ou l'inverse. Et puis derrière, il met 2 buts de janvier à juin, C'est vrai. en s'économisant pour la Coupe du Monde. Et derrière, voilà. Donc ça n'a pas fonctionné non plus très longtemps, hein. C'est vrai que le bilan statistique peut donner l'impression d'être plutôt bon, mais Ah, au c'est global, pauvre. ouais, au global, en fait, enfin en tout cas quand on rentre derrière dans le détail, en tout cas on se dit, ouais, finalement tout n'est pas si, tout n'est pas si rose. Ouais, il a mis 7 buts, quoi. C'est 2 fois moins que ça, là, quoi. Ah non, mais c'est Ouais. pauvre, évidemment que c'est Ça, pauvre, ça mais la, bon. ça la fout mal, ouais. Et encore, là, je compte les buts en Ligue des Champions aussi, hein. Oui. Non, Oui, bah, mais c'est pour ça, là, faut réussir à avoir le verre d'eau à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, quoi. C'est c'est évidemment ça. très pauvre, mais par rapport aux autres, Ouais. ça reste bah, tellement mieux que tu viens de le dire, notre troisième meilleur buteur, il a un but. Mm. C'est ça. Bon, Ouais, Ça veut là, dire que là, c'est les autres plutôt, attaquants, vu que le deuxième c'est Tielemans, les autres attaquants ont mis au maximum un but, quoi. voilà. ouais, Donc c'est c'est-à-dire plutôt le. Jovetic, Silla ont mis un but, Pellegrini Là, aussi. on est quand même obligé de voir le verre plutôt à moitié vide qu'à moitié plein quand même. Ah bah sur les autres, oui, il est complètement Sur les autres, il est même plus que moitié plein, ouais. ouais. À moitié Ouais, il est vide, plus pardon. vide. Ouais. Il est même Elle complètement c'est Ouais. même pas à moitié, là, c'est complètement vide même de l'air chaud. Ouais, il est saki et Tari. Ah bah d'ailleurs en plus, bah tiens, on en a pas parlé lui, Bob Tari aussi qui est là. Oh, ouh là Ah, la là. transition est parfaite. Oh la transition. Je sais pas, j'ai dit Tari, j'ai pensé tout de suite à lui. Ah ouais, dis donc. Bah oui, ça, bah, on verra peut-être, il aura un peu de temps pour préparer mentalement les joueurs, puisqu'il est venu pour ça visiblement. Thierry Henry a répété 5-6 fois, je répète, tous les grands clubs ont un préparateur mental. Voilà. Mais je suis complètement d'accord avec lui, pour le coup. Oui, C'est très important. je suis pas en désaccord du tout, hein, mais voilà, c'est vrai que quand il avait dit ça, il tirait la tronche. Ah bah, Il avait dit 5-6 fois. il tire toujours la tronche. Ouais. Ouais, ouais. En tout cas, voilà, cette rupture de changement d'entraîneur ça a été quand même, je pense, un des gros événements marquants dans le club, hein, puisque c'est quelque chose à laquelle on s'attendait forcément. En tout cas, maintenant, bah, il faut voir l'avenir. Il faut voir 2019 et on a gagné à Lorient, face à Lorient, pardon, à domicile, ce qui constitue du coup la seule victoire à la maison cette saison. Et c'était en Coupe de la Ligue face à Lorient. Donc, la Coupe de la Ligue qui va revenir face à Rennes dans la semaine prochaine. Juste avant, tu en parlais, Rome, il y a ce match face au Canet-Roussillon dimanche après-midi. Est-ce que les 2 matchs de coupe, là, Rennes sera peut-être plus compliqué, mais en tout cas, est-ce que ça pourrait pas permettre, je ne parle pas de devenir un objectif, mais permettre d'enclencher une dynamique positive pour 2019? Bah oui, mais il faudra battre Rennes alors. Parce que si tu commences par dire Rennes, ça sera peut-être plus Ben, compliqué. Si on bat que Canet en Roussillon, ça sert à rien. oui, bah du coup, ça enclenchera peut-être rien du tout. Mais bon, c'est ça. Non, même, Si. même si on gagne les deux, enfin quand même, j'espère quand même qu'on va battre Canet en Roussillon. Faut quand même pas déconner. Avec la C'est sympa par manière. là-bas, non, Canet-Roussillon? De quoi? Non, je dis c'est sympa là-bas comme coin au Canet-Roussillon. Oui, oui, ça Plutôt. va. Oui, c'est cool, non? Ça sera peut-être le. Ils vont passer un bon week-end, quoi. Non, mais bon, voilà. Enfin, si on bat pas cette équipe-là, bon bah là, c'est. Bref, on sera descendu encore plus bas que perdre à domicile contre Guingamp. Mm. Et après Rennes, de toute façon, il faut gagner ces matchs parce que tu construis que dans la victoire. Au bout d'un moment, les défaites constructives, ça marche une fois de temps en temps quand tu es une grosse équipe et quand ça te permet aussi de te remettre un petit coup de bambou sur la tête avant des grandes échéances. Là, on est dans l'obligation de gagner le maximum de matchs et on peut plus se permettre de se dire c'était une défaite encourageante, on a vu des bonnes choses. Il faut gagner, Mm. gagner dégueulasse s'il le faut, je m'en fous moi. Si on gagne tous nos matchs, enfin,
que tous nos matchs qu'on gagne jusqu'à la fin d'année, si on les gagne tous 1-0 avec des pénaltys dégueulasses dans les dernières minutes, je m'en fous. Maintenant, il y a plus qu'un seul objectif, c'est se maintenir. Et si on peut aller faire un hold-up en coupe, à savoir aller le plus loin possible et perdre contre Paris, et ça sera toujours ça de bon à prendre. Mais Ouais, après, ouais, on se souvient, c'est pas la. Monaco a déjà été aussi éliminé par des clubs de CFA2 en Coupe de France, hein, sur des. Donc bon, on est vraiment pas à l'abri non plus. Voilà. Dans notre... Ça arrive à tout le monde. Hein, tous les grands clubs ils sont passés à un moment donné. Nous aussi, hein, on a eu sur des périodes où pourtant on jouait bien et du coup ce match on le prend un peu trop facilement et puis voilà, où il y a une trop grosse rotation. Hein. Là aussi, il va se poser la question, du coup, est-ce qu'on fait jouer les titulaires ou est-ce qu'on fait tourner un peu et du coup on envoie les U16 ? Ça doit nous rester libre après, quoi. Ça va dépendre du coup des effectifs, de l'effectif disponible à disposition. Hein, a priori, il y a l'air d'avoir pas mal de monde qui est revenu là pendant la petite trêve. Quoi. Ouais. Bon, il y en a qui sont blessés comme Jovetic, hein, mais. Oui. En tout cas, du coup, est-ce que on peut peut-être un petit peu embrayer sur les joueurs, sur les performances des joueurs qui, très peu ont donné véritablement satisfaction. Mais si vous vouliez quand même faire ressortir un joueur du lot, par exemple, un ou deux, qui a montré des choses encourageantes, qui vous a quand même assez plu dans l'ensemble. Wow. Question piège. Ouais. Non, moi je dirais le jeune Badiachil. Ah, pareil. Qui je pense est un bon prospect, un futur bon défenseur central. Pour l'instant c'est encore un petit peu tôt pour le dire, mais on a vu des choses intéressantes. Le problème pour lui c'est que voilà, il joue trop tôt, trop vite, avec trop de responsabilités et puis avec trop de tocards autour de lui. Donc forcément, même s'il fait des prestations correctes, il finit. On est d'accord que le tocard autour c'est aussi le meilleur défenseur de Ligue 1. Ouais, celui d'il y a 2 ans, mais qui reste malgré tout notre meilleur défenseur depuis le début de saison. Hein. Il n'y a qu'à voir les notes à peu près partout, c'est lui qui s'en sort à peu près le mieux. Hein. Mais ça reste très faible, mais en tout cas insuffisant. Mais non, le vrai problème vient surtout de la ligne de devant. Donc ils prennent des vagues, et même si Benachil, c'est terrible. Même si je suis désolé, c'est terrible. Et même si Badiachil, voilà, pour respecter son nom, arrive à faire des bons matchs, malgré tout, il finit par craquer parce que à force de prendre des vagues ça craque. Mais pour moi, oui, voilà, c'est à peu près la seule petite satisfaction que je peux avoir de ce début de saison. Après il y en aurait d'autres, mais on les a pas assez vus. Le peu de temps qu'on a vu Pellegrini c'était très bien, le peu de temps qu'on a vu Jovetic c'était très bien, le peu de temps qu'on a vu Rony Lopez c'était très bien aussi. Le problème c'est qu'on les a vus 3 matchs, donc on peut pas dire que, mais en même temps, et on le savait parce qu'on l'avait déjà vu l'année dernière, que ces joueurs là ont un fort potentiel, enfin pour Pellegrini et Rony Lopez, parce que Jovetic, ça fait quand même un moment qu'il est sur la scène européenne. On sait que c'est soit des très bons joueurs, soit des futurs très bons joueurs. Et le problème, c'est qu'on sait aussi qu'ils sont fragiles comme du verre. Donc voilà, un des seuls qui a joué quand même suffisamment de matchs et que j'ai trouvé plutôt correct régulièrement, c'est lui. Et notre gardien, Benaglio aussi, qui met un peu à l'instar de Badiachil. Il a beau enchaîner quelques grosses parades, il finit toujours par prendre 1, 2, voire 3 buts. Parce que voilà, au bout d'un moment, tu peux pas faire les miracles. Ouais, voilà. Mais il y a aussi, on peut dire, Benaglio, pardon, c'est le joueur qui a eu la meilleure moyenne depuis le début de la saison, en tout cas sur les notes des auditeurs. Donc il est récompensé pour souvent surtout retarder l'échéance plus qu'autre chose. Ouais, voilà. Pour éviter qu'elle s'empire. Voilà, c'est ça, éviter que les défaites soient plus lourdes. D'ailleurs, on y reviendra peut-être plus tard, en tout cas dans une autre émission, mais voilà, le poste de gardien reste aussi un poste à discussion pour recruter peut-être un joueur en vue de la saison prochaine.
On a pour enchaîner, je crois, Pat, c'est toi qui as la deuxième meilleure moyenne de cette équipe. Pour nos auditeurs, Ouais, c'est Glick, il me semble. je vérifie en même temps. Non, c'est Benoît Banachil. Ah, c'est Badiachil, ouais. Banachil à 4,75. Ouais. 4,75. Ouais. Après, il y a moins de matchs. Ah bah, aussi, il y a qu'un seul joueur qui a eu la moyenne, c'était Benaglio. Ouais, oui, c'est ça. Avec 5,28, c'est le seul. Ouais. Et après, c'est Aïd Benasser, il me semble, qui est pas une surprise, mais qui est une des moins mauvaises. Des moins mauvaises surprises du coup de cet entrejeu. En tout cas, on voit que quand il n'est pas là, cette équipe met moins le pied encore sur le ballon. En plus, c'est pas du tout un joueur extraordinaire, c'est un joueur moyen de Ligue 1, mais il a quand même un petit apport technique qui fait que quand il n'est pas là, en plus, on s'en rend compte, mine de rien. Donc, voilà, c'est surtout le seul joueur qui a un peu les capacités à jouer 6. Oui. Avec peut-être Pelé, mais on l'a très peu vu à ce poste-là, donc on ne pourrait pas dire. Mais on sait que ni Golovin ni Tielemans peuvent jouer à ce poste-là. Bon, après, il y a Endoram, mais bon, pareil, il s'est tapé à l'extérieur du terrain. Donc... bah, Jean non plus, on sait que c'est pas son poste. On a bien vu que les peu de fois où il a été utilisé en 6, c'était pas ça. Hein. Il était meilleur quand il était un peu plus haut. Et du coup, au niveau des flops, plutôt. Alors, la moyenne des auditeurs. Voilà, la moyenne des auditeurs, du coup, c'est Raji qui a eu la plus mauvaise moyenne. Est-ce que pour vous, c'est le pire? Enfin, je trouve pas que ce soit le pire, hein, personnellement. Je trouve que par exemple, à côté, c'est plutôt Jemerson qui a été nettement plus dégueulasse, par exemple. Surtout, il a eu plus de matchs, donc il a été plus dégueulasse plus longtemps. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Jemerson flop de cette première partie de saison, ça me semble assez bien. S'il y en avait un à retenir, non, ça serait pas Jemerson parce que je pense que Raji a été encore plus mauvais que Jemerson, très honnêtement. Le problème, c'est que j'ai pas les mêmes espérances. Jemerson, on avait commencé à avoir des petites espérances sur lui l'année du titre. On s'était dit que ça pouvait quand même devenir un défenseur sympa. Et je rappelle quand même qu'il a été appelé à plusieurs reprises dans le squad de l'équipe du Brésil. Pour le coup, c'est quand même pas n'importe quoi non plus. Oui, pendant quand Fabinho n'y était pas. Après, ça, un élément de nuance. Après, les Brésiliens n'ont pas non plus pléthore de défenseurs centraux. Ils en ont des très bons, mais ils en ont pas non plus 150. Donc Jemerson a été essayé à plusieurs reprises, sans forcément jouer, mais en tout cas avait été appelé. Mais donc j'ai déjà un peu plus d'attente sur lui que sur Raji. Donc en ce sens, je le mettrais un peu plus flop. Mais moi, s'il y en a un sur lequel j'avais beaucoup d'attente, que j'ai répété pendant les 6 derniers mois de la saison, que je ne voulais plus le voir et que je l'attendais par contre de pied ferme à partir de la nouvelle saison, c'était Tielemans. Donc pour moi, le plus gros flop, et de loin, c'est Youri Tielemans, qu'on a acheté 25 millions, qui est censé être un futur Xavi presque. Si t'écoutais les Belges, il est même déjà quasiment à son niveau. Donc ça c'est vraiment catastrophique, ça c'est vraiment dramatique parce que quand t'as une telle attente autour d'un joueur, et j'ai bien peur que Golovin prenne un peu le même chemin, moi c'est plus ça que j'ai envie, même si intrinsèquement il a peut-être été moins catastrophique qu'un Jemerson, mais il y a tellement plus d'attentes que pour moi ce qui caractérise beaucoup cette première partie de saison de l'ASM, au-delà des blessures, c'est surtout le fait que les cadres et les joueurs d'expérience, même s'ils venaient d'arriver, n'ont pas répondu aux attentes, n'ont pas été au niveau. On peut mettre Golovin, voilà, qui était un peu attendu comme le top player qui peut changer le match. Chadli, joueur d'expérience qui était censé apporter un plus aussi. Ronny Lopez, alors pour une raison de blessure plutôt. Mais voilà, un joueur comme Tielemans qui s'est acclimaté une année, qui a quand même s'il est jeune, il a quand même un petit bagage maintenant au haut niveau. Sidibé qui a la tête ailleurs, Subasic qui a la tête ailleurs, même Raji qui lui aussi est en guerre. Enfin, tous ces joueurs-là sont en plus un petit peu en guerre avec Vassiliev. C'est un secret pour personne. Et puis aussi Falcao, par exemple, même si lui, il est là quand même.
Bah, c'est celui qui est le plus là, quoi, on va dire. Mais bon, il est insuffisamment, mais comparé aux autres, on est obligé de quand même de Au moins, dire il se défile pas, c'est voilà, déjà ça. il l'est un peu plus, même s'il y a eu ce penalty raté, il y a eu des mauvais trucs, mais je l'ai quand même plus vu de temps à autre, un peu plus impliqué, un peu plus se battre un peu plus. Mais ça reste très Ouais. insuffisant. Mais le problème, c'est que les autres, c'est même plus insuffisant. C'est en dessous d'insuffisant. Ouais. Ouais, Pat, pour toi, ta vraie déception, du coup, ce serait Aussi. J'aime Emerson aussi. Emerson, du J'aime coup, ouais. Emerson et après Chadli, mais c'est surtout j'aime Emerson parce que du coup il a atteint un niveau. Voilà, c'est vraiment pathétique de le voir comme ça et il a fait des fautes vraiment ridicules qui ont coûté cher parce que c'était sanction directe derrière avec des buts. Alors qu'on sait, on l'a déjà vu jouer chez nous, on l'a déjà vu à un très bon niveau et c'est assez. Il est vraiment méconnaissable cette saison. Quoi. Ouais. Ouais, Et sans que les éléments aient vraiment changé autour de lui, hein, parce qu'il est toujours avec. Il est toujours accompagné de Glick, quoi. Donc après, c'est sûr que, comme t'expliquais Romain, le fait qu'on n'ait plus les mêmes milieux devant qui l'aident beaucoup moins, ça joue énormément aussi. Mais Ouais. Ouais, il a complètement sombré cette saison, il est méconnaissable. Et puis c'est peut-être un joueur également qui est très fragile psychologiquement, hein, et que dès qu'il commence à aller À mal, douter, ouais. n'arrive plus à s'en sortir. Que quand il est au top, et bah psychologiquement ça va et il arrive à sortir des grosses prestations comme l'année du titre, ou même en Ligue des Champions, où quand même il y a eu plusieurs fois où il avait fait des vrais bons matchs. Et mais que par contre, à partir du moment où ça commence à s'effriter autour, et bah plutôt que d'être la brique qui tient, il s'effrite comme les autres. Peut-être que tu arrives à pouvoir lui donner un petit coup de reboot. Ah bah écoute, j'ai envie de dire maintenant avec le recrutement qui a été fait aujourd'hui, il va aller s'asseoir sur le banc là. Ouais, ou alors, l'autre possibilité, c'est d'avoir une défense à nouveau à 3. Ouais, mais bon, pour l'instant, Badiachil lui est passé devant. Hein. C'est possible, ouais, c'est bien possible. On verra, puisque évidemment 2019 va peut-être un petit peu. Enfin, Henry va pouvoir avoir un peu plus de joueurs à l'entraînement, peut-être un peu plus de conditionnement physique avec eux. Peut-être ça va aussi redistribuer certaines cartes. Voilà, en tout cas, il y a beaucoup de déceptions, beaucoup de joueurs. On n'en a pas beaucoup parlé, mais parce qu'ils sont absents depuis un moment, des Bareka qui sont au placard, des Aoulou qui sont blessés. Voilà, tous ces joueurs-là qui sont le fruit d'un mercato raté et d'une saison donc calamiteuse. Donc ces joueurs-là, bien sûr, on va pas forcément en revenir sur eux ce soir, enfin, à moins que vous vouliez en dire quelque chose, moi je sais pas. Mais c'est symptomatique de toute façon de la politique sportive et du mercato raté. En tout cas, ce mercato. Ouais. Oui, vas-y. De toute façon, en sortie de Golovin et de Chali, qui étaient tous les deux des joueurs plus ou moins confirmés, tout le reste du recrutement, en fait, on n'attendait rien. Quoi. C'était que des paris, donc il n'y a aucun joueur qui avait un réel niveau. Donc si vraiment il y a une surprise que ces joueurs-là soient pas. On peut rajouter Samuel Grand-Cyr aussi. Mais c'est pareil, c'est un joueur qui jouait la relégation, quoi. Au même niveau que Aoulou. On n'en attendait pas énormément, quoi. C'est un pari. C'est des joueurs qui peuvent être intéressants dans une équipe qui tourne et tu les fais rentrer petit à petit dans un peu comme on avait fait avec Bernardo Silva à l'époque. Il avait mis du temps à le mettre, mais l'équipe tournait déjà bien et puis tu commences à l'installer, il prend ses marques. Ces joueurs-là, leur demander tout de suite d'être dépositaires du jeu, c'est pas possible. Ouais. Donc du coup, de toute façon, ils y arrivent pas et à mon avis, ça, ils y arrivent pas. Et ça risque d'être. Et je suis pas sûr qu'ils y arrivent un jour, en tout cas pas chez nous. Voilà. En tout cas, puisqu'on parle de mercato, alors on va pas faire une gazette de mercato maintenant, hein, mais on pourra peut-être s'interroger si le mercato là qui va venir est pas un petit peu la seule solution qui nous reste finalement pour espérer sauver les meubles, sauver ce qui reste dans cette saison. Alors forcément on dit ça alors qu'aujourd'hui, même si on l'a appris hier, aujourd'hui a été officialisée l'arrivée de Donaldo en provenance de Schalke, donc qui s'est engagé pour un an et demi.
Qu'en pensez, messieurs? Bah, qu'en penser, Si ce n'est- c'est que. Qu'en penser, c'est qu'on nous a plus ou moins parlé d'une rumeur Sacco, qui moi pour Ouais. le coup me plaisait beaucoup. J'aime beaucoup ce joueur, j'aime beaucoup son état d'esprit. C'est quand même un bon joueur, même si peut-être qu'il mérite. Enfin, il mérite. Il a eu des blessures au mauvais moment, le pauvre, mais il était quand même devenu un 4 de l'équipe de France, il est joueur de Liverpool. Ça s'est pas toujours très bien passé pour lui. Il est encore jeune, faut pas oublier qu'il a commencé très tôt. Il a commencé à 17 ans avec le PSG. Et il était déjà titulaire, un fort joueur. Et au final, on se retrouve avec Naldo. Pour le coup, je suis beaucoup moins confiant. C'est même pas son âge, parce que pour le coup, j'ai lu beaucoup de trucs sur son âge. Moi, l'âge, je m'en fous. Un joueur, il peut avoir 36 ans, 35, 37. S'il est bon, il est bon. Quand on a eu Carvalho, il en avait 35. Et il a fini Berbatov. Berbatov était déjà un peu plus jeune, il devait avoir 31 ou 32 ans quand il est venu. Mais après, c'était pas le même poste. Mais Carvalho, voilà, a fini à 38 ans. Alors c'était un peu plus compliqué de la dernière saison. Mais donc là, je n'ai pas un problème. Moi, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est que il jouait plus à Schalke. C'est ce que j'ai pu en lire parce que clairement, Schalke, c'est pas une des équipes que je regarde beaucoup, donc Ouais. je peux pas trop Ils en sont, dire. ils sont 13e au classement en Bundesliga. Mais j'ai surtout l'impression qu'en fait, on a réussi à aller chercher le seul défenseur d'Europe qui est moins rapide que Radji, quoi. Ça, c'est sûr. Donc c'est aussi problématique parce qu'on a déjà une défense centrale. Si admettons qu'il va jouer aux côtés de Glick, je suis pas plutôt à côté de lui, il lui faudrait un joueur un peu plus rapide, un peu plus véloce. Après, visiblement, ça semble être un très bon joueur de tête. Bon, c'est pas forcément dû à sa taille, hein, parce qu'on a donné dans les joueurs qui étaient très grands et qui étaient des grosses quiches de la tête. On a Ouais, eu pas un de certain attaquant il y a pas si longtemps que ça. Ouais. Mais bon, lui, visiblement, est un vrai bon joueur de tête, donc ça peut être très bien. Après, si c'est Tielemans qui continue de tirer les coups francs, on peut toujours avoir les meilleurs joueurs de tête, ça servira pas à grand chose. Oui, c'est ça. Pas finalement parce que Glick est un bon joueur de tête, hein. Il est Oui. même très bon joueur de tête. Hein. Il a déjà marqué pas mal de buts sur le coup franc l'année du titre aussi. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On l'a déjà le joueur pour être capable de ça. Mais c'est une déception, voilà, c'est pas mal, mais c'est-à-dire qu'on nous parlait de Sacco, on se retrouve avec Naldo. Là, il y a cette fameuse rumeur Fabregas, qui au fur et à mesure des heures, quand même, il y a de plus en plus de si, de peut-être, de c'est pas fait, de Chelsea en fait. Déjà, moi je trouve ça surprenant quand même qu'il l'ait fait rentrer hier. Quand t'as envie de vendre un joueur, tu prends pas le risque qu'il se blesse, même si pour le coup, s'il se blesse, il a tout pour être chez nous. Mais donc j'ai peur que du coup on se retrouve avec un joueur avec un. Il vient pour rejoindre l'infirmerie. Il n'a pas dit qu'il venait pour jouer. Hein. Qu'on se retrouve avec un son inconnu. Pour le coup, Fabregas serait un énorme coup, même si personnellement j'ai jamais été un grand fan du joueur. Voilà, vous le savez, je suis supporter du Barça et son passage au Barça pour moi a été complètement raté. Ça a été le début de la fin pour lui, je trouve. Voilà, même si il jouait beaucoup, si tu regardes quand même le détail, il a beaucoup joué avec Barcelone. Après, il y a beaucoup. Oui, mais il a plus. Enfin, pour moi, il avait plus cette même vista qu'il a eu Arsenal. Enfin, il avait plus du tout le même poids une fois parti d'Arsenal. Hein. Et Chelsea, ça a été encore moins bien, je trouve. Maintenant, ça reste évidemment un super joueur. Il a plus de 100 sélections, il a quasiment tout gagné. Donc évidemment que dans notre situation actuelle, avoir un tel joueur, on va pas cracher dessus. ça serait un coup monstrueux. Mais j'ai quand même un petit peu de mal à y croire. Pareil que les pistes dont on nous parle en attaque, les Batshuayi, enfin voilà, on va se retrouver avec un retour de Valère Germain, quoi. Donc super. Et j'ai un peu peur en fait que ça soit ça là pendant un mois, qu'on ait des rumeurs intéressantes et qu'au final on se retrouve qu'avec avec ce qui s'est passé un peu cet été, voilà, où on nous annonçait d'Albert et qu'on a eu Barika. D'Albert qui est de nouveau, qui est encore encore cité sur ce mercato-là. Qui est de nouveau cité, mais t'as raison, Patrice. Voilà, on nous annonçait Marquisio. Marquisio, pour moi, c'est la même chose qui se passe avec Fabregas. Ça prend la même Fabregas, c'est encore un niveau au-dessus, je pense, mais bon. Des rumeurs ou du niveau, tu parles? Non, en termes de joueurs, j'aime beaucoup Fabregas. Non, je parlais vraiment en termes de rumeurs. Je trouve que c'est vraiment le même. Mais sinon, c'est tellement près que. En termes de rumeurs, c'est vrai que, du coup, c'est pour ça que ça n'incite pas à être positif. Et encore une fois, moi, le fait de l'avoir vu rentrer hier, quand j'ai vu ça, pour moi, c'est quand même très mauvais signe, quoi. Après, écoute, s'il vient, tant mieux, mais. Et il devrait jouer samedi apparemment. Il a annoncé qu'il jouait samedi. Il jouait samedi, c'est son 500e match en première ligue, je crois. Du coup, s'il l'annonce
C'est celui qui l'a fait, là, le 500e. Oui. Ah, il a fait. Il a fait le 500e et sur son compte Twitter, il dit comme quoi il fait le 500e et il donne rendez-vous aux supporters au match de. Ouais, enfin bon, Ouais, tout ça. peut-être pour un petit que- hommage, un petit maillot floqué 500 qui sera remis. Certainement. Oui, je pense que c'était pour ça, oui. Ouais. Donc je sais pas avec Ouais. quel sombre joueur on va se retrouver au milieu de terrain. Parce qu'on va en prendre des mecs, hein, ça c'est sûr. Ça, Ah bah oui. c'est pas un problème. Enfin, c'est pas un problème. On sait qu'on va avoir un attaquant, on sait qu'on va avoir un milieu, qu'on va bon le défenseur on À la l'a, latérale. qu'on va certainement avoir un latéral polyvalent évidemment. Mais j'ai, Ouf, je sens que on va avoir des super rumeurs et qu'au final on va prendre des grands coups de bambou à chaque fois. Ah bah le Ouais. mercato hivernal, en plus une année où il n'y a pas de compétition internationale, donc de joueurs qui ont besoin de se relancer. Dur quoi, de trouver des bons Oui. joueurs. Ce sera forcément des solutions plus d'appoint Ouais. pour essayer de remonter tout ça. Maintenant, voilà, le risque, c'est de voir peut-être des choses comme en 2011 où on voit des Feindouno, des Mamadou Diarra, des joueurs comme ça qui arrivent, qui sont pas du tout concernés, qui sont juste là pour prendre le chèque à la fin de la semaine. Qui n'ont pas aidé. Voilà, c'est ça. Donc au final, c'est ça qu'il faut être très méfiant sur le profil de joueurs dont on parle. Alors, en tout cas, les besoins étaient identifiés, hein, le défenseur central, même si c'est fait, le latéral gauche, l'ailier aussi, l'ailier gauche, et puis le deuxième attaquant. Donc, ce ne sera pas Foster qui a signé également le Sud-Africain, qui viendra pour la réserve, pour aider la réserve. Encore que vu le nombre de blessures, ça m'étonnerait pas Il pourrait jouer d'ici Canet-Roussillon, il pourrait jouer. Hein. Ouais. Enfin bon, tout ça c'est à voir évidemment. Je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter, s'il y avait quelque chose que dont vous vouliez parler, messieurs? Bah non, mais je pense qu'on va souffrir. Autant je suis positif quand même sur la fin. Je pense qu'on va se maintenir, mais on va souffrir. Ça va pas se faire vite. On a que 13 Ouais. points avec un match en retard certes, mais on a que 13 points, donc on va souffrir pendant les 5 mois qui restent. La Coupe de la Ligue, j'ai bien peur que ça se termine très vite. La Coupe de France, on va peut-être avoir un ou deux tours et puis s'en va. Donc et puis l'année prochaine pour reconstruire, mais sans Coupe d'Europe. Donc ça sera également une saison un peu fade parce que malgré tout la Coupe d'Europe, c'est sympa quoi. Et Ouais. on l'aura pas l'année prochaine, ça pour le coup, on Non, en est à ouais. peu près sûr. À moins qu'on gagne une coupe, mais bon pour Ah le ouais, coup là, il reste plus que ça. Ouais. là j'ai beau être positif, non là quand même. Ouais, ça sera compliqué, c'est sûr. Pat, un petit mot pour conclure. Ouais, bah, de toute façon, on va vite voir ce qui va se passer, parce qu'on a un mois de janvier qui est très très chargé. Outre les deux coupes, bah, du coup, on joue Marseille qui est mal en point en ce moment, donc ce sera le moment de pouvoir leur prendre des points. Après, bah, on enchaîne avec le derby contre Nice. Match en retard. Hein. En match en retard, voilà. Donc, histoire de bien Parce qu'on charger notre rappelle, calendrier. on rappelle aussi, évidemment, au classement, que avec Monaco n'a que 18 matchs, hein, puisque la rencontre face à Nice n'a pas encore été jouée. Ce qui fait que potentiellement, on pourrait avoir 16 points Oh bah tout va plutôt bien que alors. 13. Voilà. Ouais. Ah, je sais Ah que non, c'est- mais ça je change sais tout. que- Attends, 16 Là, points ouais, à la sans- trêve, c'est déjà beaucoup. Ça en sais fait que plus ton- que 27 à trouver, quoi. C'est bon. je sais que ton objectif c'était 20, hein, Rob, hein, évidemment. Bah c'était, ouais, tu vois, et n'empêche que déjà c'était déjà beaucoup trop parce qu'on est à 13. Hein. Ouais. Clairement, ouais. Ouais, et que même si on était à 16, il en manque Oui. encore 4. Et que même si, oui, voilà. Et que même si on était à 20, ça c'est pas beaucoup mieux non plus. Bah ça serait déjà beaucoup mieux. Déjà on Ce serait plus relégable, je bon, pense. pas beaucoup. Oui, mais on serait pas, on serait loin d'être tranquille. Voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, je pense que c'était une émission un petit peu. On essaie d'être un peu plus positif quand même. On a un petit peu parlé de ce début d'année compliqué. Maintenant, bah il faut voir vers l'avenir, essayer de trouver les solutions d'après Je viens de voir Fabien Pi. Ouais. que le dernier match de la saison, on le joue à Nice. Ouais. Bah on sera sauvé d'ici là, je pense. Bah, il faut qu'on soit sauvé d'ici là, parce que putain, bah, je vais avec le trio mettre à zéro, là. Ouais.
Ouais. Ah, c'est possible. Hein. Si ça nous fait comme contre Lyon en 2011. Avec Puel qui nous envoie en Ligue 2, ouais. Ouais. Là, ce serait Patrick Vieira. Ce serait surtout le voisin niçois qui nous envoie en Ligue 2, quoi. C'est ça. Ouais. Donc, eux, en plus, on va pas se mentir, hein, ça leur ferait vachement plaisir. Donc, oui. Autant, si on pouvait éviter de se mettre dans la merde, autant si on pouvait se sauver avant la 38e, ouais, ce serait bien quand même. Ouais. C'est genre à la 37e, 94e minute, histoire d'être tranquille. Mais d'ailleurs, ce que tu dis là, c'est, finalement, on espère parce que on sent que l'équipe est tellement friable psychologiquement que on n'imagine même pas un scénario type Toulouse avec Pascal Duprat qui fait son discours qu'il faut mettre le couvert du verre à moitié vide, à moitié plein, je sais pas quoi. Je suis pas convaincu qu'Henry soit capable de faire ça. Voilà, donc on sent pas, on a du mal, on va pas vraiment sentir le dépassement de soi. Si on s'en sort, ce sera peut-être grâce au jeu. Si jamais Henry arrive à mettre quelque chose en place, mais dans tous les cas, on va souffrir, voilà. Après, on se sentait pas non plus Jardim capable de le faire, des grands discours et tout. Pourtant, son discours, si vous l'avez vu pour le dernier match de Ligue 1 contre Saint-Etienne à la mi-temps, je crois, ou avant le match, je sais plus. Ouais, j'ai trouvé très intéressant, quoi, et très motivant. Oui, mais c'est différent de faire un discours pour le titre. Ah bah oui, une équipe qui a déjà 90 points. Ah bah oui. Ouais. Enfin, Boris te dira qu'il a rien ressenti quand même, mais. Mais il a pas de cœur, Boris. Ouais. Voilà. Et qu'aussi on comprenait un mot sur deux. Ça pour le coup. C'est vrai que sa première question à Boris c'était mais comment ils ont compris ce qu'il disait le mec en face. C'est pas faux. Voilà. Donc oubliez toute cette merde, hein, comme disait Jardim, pour jouer, gagner des titres, hein, voilà. Et là on va jouer pour gagner des matchs déjà et pour éviter la relégation. Messieurs, je vous propose d'en rester là parce que on a essayé de, on a passé en revue cette saison. Hein. De toute façon, après on vous donne rendez-vous, chers auditeurs, chaque semaine, hein, bien sûr pour les débriefs, donc ce qui permet d'avoir quand même un suivi à chaque hebdomadaire. Donc, ce que vous avez entendu là, de toute façon, ça sera pas très différent non plus de ce que vous avez pu entendre depuis 6 mois. On va vous donner rendez-vous du coup dimanche, puisque donc c'est la rencontre en Coupe de France, 32e de finale face au Canet-Roussillon. Il y a des très jolies plages de sable d'ailleurs au Canet-Roussillon, je viens de regarder, très sympa. Donc le match est à 14h30, il me semble. Est-ce que vous avez la diffusion, c'est quoi? C'est Eurosport 2, quelque chose comme ça, non? Eurosport 360. Après, je sais pas. Ok, d'accord. Bon, on va essayer de trouver un lien. C'est sur un autant dire, du coup, voilà, soyez bien au rendez-vous du débrief, hein, parce qu'à mon avis, personne ne va voir ce match. Pas grand monde, en tout cas, j'ai l'impression. Donc nous, on fera ce débrief-là sûrement en soirée. Et puis, d'ici la semaine prochaine. On essaiera peut-être, si c'est possible, de caser une petite émission comme on avait fait en mois d'août, Fantasy Mercato. C'était assez sympa comme concept. Voilà, pour voir un petit peu les idées de chacun pour renforcer cette équipe. En tout cas, essayer de construire un petit peu ce mercato d'hiver. D'ici là, portez-vous bien. Merci à Pat, merci à Rob d'avoir été là ce soir. Merci. Et puis, bien sûr, daguez-mounez-vous. Et bisous.